Bonjour et bienvenue sur le podcast de Plume de Doctorant. Le podcast dédié à la recherche autour de la Seconde Guerre mondiale. Je suis Charlotte Barnabé. Je suis Guillaume Hilardon. Alors que l'historiographie de la période est déjà bien remplie et que les livres la concernant inondent régulièrement les rayons de librairie, quels sont les travaux les plus récents et quels débats animent la recherche ? C'est ce à quoi nous essayons de répondre en échangeant avec chercheuses et chercheurs autour de la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, dans Plume de Doctorant, nous recevons Morgane Barré, docteur en histoire, capitaine de l'armée de terre et chef du département d'histoire militaire de l'Académie de Saint-Cyr-Coët-Quidan. Et nous nous entretiendrons au sujet de sa thèse, soutenue en 2021, à Rue d'École, la formation initiale des officiers français à l'épreuve de la Seconde Guerre mondiale, qui avait été dirigée par Olivier Wieworka. Pour commencer, comment vous est venue l'idée de ce sujet, si on peut remonter jusqu'à sa genèse ? Oui, alors, avant d'être officier de l'armée de terre, j'ai été pendant 2 ans officier de marine, volontaire officier aspirant en poste à l'école navale, et je m'occupais notamment de l'espace de tradition, donc ce qui est l'équivalent du musée de l'école navale. Et au cours de mes visites, j'ai été plusieurs fois surprise par le manque de visibilité offerte à la Seconde Guerre mondiale, et notamment au fait que finalement, l'école navale pendant la Seconde Guerre mondiale n'était quasiment pas représentée, ou en tout cas de façon extrêmement consensuelle. C'est-à-dire qu'on mettait côte à côte finalement les expériences faites par Vichy, par la France libre, au Maroc, pour faire la part belle à une renaissance retrouvée à partir de 1945, sans forcément questionner finalement le pourquoi de ces différentes écoles. Et donc ça a été en fait le point de départ d'un travail de recherche que j'ai ensuite élargi à l'armée de terre et à l'armée de l'air, parce qu'on retrouvait finalement exactement les mêmes processus. Donc c'est-à-dire cette espèce de catalogue finalement des différentes écoles sans expliquer véritablement finalement pourquoi est-ce que ces différents gouvernements, donc le gouvernement de Vichy, le gouvernement, la France libre, puis ensuite Alger, le gouvernement d'Alger, ont ressenti la nécessité de former leurs officiers, de recréer leurs écoles pour former leurs officiers. Et donc ça a été finalement le point de départ de cette thèse. Quel est votre positionnement historiographique entre histoire de l'enseignement, histoire militaire ? On pense notamment aussi aux travaux de Robert Paxton, dont la thèse portait justement sur ces officiers français. La volonté de ma thèse a été justement de s'inscrire à la croisée de plusieurs historiographies qui sont plein renouveau. Donc il y avait déjà l'historiographie sur les serviteurs de l'État, donc sous l'impulsion de Marc-Olivier Baruch, qui justement n'évoquait qu'à la marge les officiers. Bon, il y a eu quelques travaux, notamment les travaux d'Olivier Forcade, mais qui s'arrêtaient en fait en 1940. Et justement qui évite à chaque fois cette période de la Seconde Guerre mondiale et recommence en 1945. Donc il y avait déjà cette volonté-là. Et l'idée aussi, c'était justement de prolonger finalement les travaux de Robert Paxton, aux officiers en tant que corps, et pas spécifiquement à leur formation, et surtout qui ne s'intéressent qu'aux officiers de Vichy, et pas à ceux de la France libre, ni ceux qui servaient le gouvernement d'Alger. Puis ensuite, au moment de la libération du territoire national, là, le retour en métropole de ces différentes expériences. Donc voilà, donc le souhait, c'était juste de pouvoir s'inscrire à la croisée donc, de ces historiographies, et aussi en incluant justement un pan d'histoire de l'éducation, puisqu'en fait, on le voit, les écoles ne sont pas imperméables aux différents mouvements qui sont apparus à partir du XXe siècle. Je pense notamment à tout ce qui est éducation nouvelle, éducation populaire, portée par Robert Garrick, par Célestin Freinet, l'expérience scout aussi, qui viennent finalement influencer quand même les écoles. Et donc voilà, donc c'était aussi s'insérer aussi dans un pan de l'historiographie de l'éducation. Pour étudier justement cette formation, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur les sources que vous avez pu mobiliser et quelle est dans ces sources la place des égo-documents, des témoignages que vous avez pu trouver peut-être à ce sujet ? Pour les besoins de cette thèse, donc j'ai mobilisé un gros volume de sources, donc sources qui sont principalement issues du service historique de la défense de Vincennes, mais pas uniquement. J'ai aussi utilisé pas mal de sources des archives nationales et surtout des archives britanniques, notamment pour l'expérience française libre, puisque
J'ai retrouvé beaucoup de sources aux archives nationales de Kew. Et en fait, toutes ces sources, la particularité de ces sources, c'est que ce sont des sources dites normatives. C'est-à-dire qu'elles présentent finalement une formation par le haut. C'est-à-dire, ce sont des directives officielles, les programmes des écoles, les différents concours, en fait, ce qui est attendu de la formation en école, sans que l'on sache véritablement ce qui est finalement transmis et ce qui est véritablement appliqué au sein des écoles. Et donc finalement, moi, la grosse difficulté, c'est qu'en fait, je n'arrivais pas à savoir concrètement ce qui était fait véritablement en école. Et surtout, ces différentes sources normatives font que la dimension humaine pêche. L'élève officier, le commandement, tout ça sont absents de ces différentes sources, ce qui fait que ce manque est préjudiciable finalement, puisque on n'a pas véritablement l'analyse et l'interprétation qui peut être faite par les élèves, par le corps enseignant ou même par le commandement. Pour ça, il m'a paru essentiel de pouvoir réinjecter un petit peu de vécu finalement dans ce travail, en le complétant par la recherche de témoignages écrits ou oraux, afin finalement de connaître les impressions, les souvenirs et les expériences qui ont été véritablement vécues par les élèves pendant et aussi à la sortie de leur scolarité. Alors, la grande difficulté, ça a été pour moi de trouver justement ces témoins qui sont pour la plupart décédés aujourd'hui. J'ai notamment pu interviewer deux anciens élèves, le vice-amiral d'escadre Chaline et René Marbeau, qui étaient donc élèves en Grande-Bretagne, mais qui sont décédés avant que ma thèse ait pu aboutir. Ce qui fait que finalement, l'option témoin, l'option témoignage oral a rapidement dû être écartée. Et je me suis recentrée en fait sur les témoignages écrits, et notamment sur les bulletins de promotion, qui ont été rédigés par les élèves, puisque en fait, chaque promotion, donc chaque année, enfin les élèves de chaque année, publient au sein d'un petit bulletin l'histoire de leur promotion. Et dans l'histoire de cette promotion, on a une part très importante qui c'est au vécu, en fait, au sentiment personnel. Alors, toute précaution d'usage nécessaire, hein, puisque il faut faire attention aux reconstructions mémorielles, mais toujours est-il qu'en fait, ça permettait aussi d'avoir, dans certaines mesures, des sentiments sur le vif des élèves qui pouvaient justement un petit peu s'affranchir du regard de leur commandement et faire part de leurs remarques, de leurs critiques, ou au contraire des éléments qu'ils appréciaient en fait dans l'école et dans la formation. Et j'ai aussi eu beaucoup de chance puisque j'ai pu récupérer la correspondance en fait d'un ancien élève officier, correspondance qu'il adressait à sa femme et à ses parents, et qui là pour le coup sont totalement affranchis de reconstruction mémorielle et qui sont véritablement écrits sur le vif, et qui m'a permis en fait de découvrir un fait assez méconnu. En fait, c'est la réouverture de l'école navale en janvier 1944, donc bien après la dissolution de l'armée d'Armistice. Et voilà, et lui, en fait, c'est un ancien élève de l'école navale. Il rentre à l'école navale en septembre 1942, école dissoute donc en novembre, et il est rappelé en janvier 1944. Et donc voilà, j'ai retrouvé donc toute cette correspondance en fait qui a vraiment été une véritable mine d'or en fait pour justement raccrocher le vécu à ce qui manquait en fait dans ces archives normatives. Alors maintenant, nous allons essayer de rentrer plus concrètement dans votre sujet. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur la situation de ces écoles de formation dédiées aux officiers de l'armée française en 1939, donc à la veille de la Seconde Guerre mondiale? Est-ce qu'on peut y voir un héritage de la Première Guerre mondiale? Alors, en 1939, on a 3 écoles de formation initiale pour les 3 armées. L'école spéciale militaire de Saint-Cyr, donc surnommée Saint-Cyr, qui se situe à Saint-Cyr-l'École, donc en région parisienne, pour former les officiers de terre. On a ensuite une école navale pour former donc les officiers de la Marine nationale qui se situe à Brest, et une 3e école, l'école de l'air, pour former les officiers donc, de l'armée de l'air, qui se situe à Salon de Provence. Et à l'exception de l'école de l'air, qui est une réalisation récente, puisque l'école de l'air est créée en 1935, donc juste avant
finalement l'ouverture, le déclenchement du second conflit mondial, l'école navale et l'école spéciale militaire sont des réalisations anciennes. L'école spéciale militaire est créée en 1802, l'école navale est officiellement créée, même si elle existait avant, mais elle est en tout cas officiellement définie en 1830. Donc voilà, donc on est vraiment sur des écoles implantées dans le paysage militaire et qui bénéficient d'une forte notoriété et d'une inscription dans le temps long. Et ces expériences, ces écoles ont été marquées par la Première Guerre mondiale, notamment l'école spéciale militaire, qui vit véritablement dans l'héritage de la Première Guerre mondiale. C'est-à-dire que, à l'image de l'armée de terre dans son ensemble, c'est une école qui est un petit peu, qui vit dans le passé, qui vit dans ses gloires passées, qui a été extrêmement marquée par l'expérience de la Grande Guerre et qui finalement tire les enseignements de la Grande Guerre, mais des enseignements qui rapidement vont être limités. C'est-à-dire que la dimension blindée, la dimension aérienne va être assez peu prise en compte et au contraire, on va sacraliser le rôle de l'infanterie. C'est la fameuse infanterie reine des batailles qu'on retrouve à partir de 1921 et qui va véritablement se sentir dans tout le fonctionnement de l'école spéciale militaire. Donc on a finalement une formation qui est un petit peu décorrélée des besoins de l'armée de terre tels qu'ils vont être nécessaires en 1940. Elle n'est pas décorrélée elle est décorrélée dans la mesure où l'expérience de 1940 va montrer que la formation n'est pas la bonne, mais elle est véritablement décorrélée dans la mesure où finalement elle répond aux besoins de l'armée de terre marquée encore une fois par cette expérience de la Grande Guerre. Pour l'école navale, c'est un petit peu différent dans la mesure où en fait c'est une école qui a suivi les évolutions de la marine nationale, c'est-à-dire qu'elle a vécu le passage d'une marine à voile à une marine vapeur, et donc finalement la formation elle est régulièrement transformée et bouleversée justement pour suivre les évolutions de la marine nationale. C'est une école aussi qui est une école qui change d'implantation à partir de 1936, qui va s'installer donc dans la rade de Brest. Aujourd'hui, les bâtiments aujourd'hui c'est le lycée naval et l'école de Mestrance, donc dans Brest. Donc c'est une école finalement qui est en évolution, donc qui est un petit peu moins marquée par l'expérience de la Première Guerre mondiale. Et bon, l'école de l'air, elle, c'est encore une fois une réalisation très récente, 1935, pour une création de l'armée de l'air en 1933. Et c'est une école en fait qui se veut être en rupture avec le modèle notamment de l'école spéciale militaire, un petit peu de l'école navale, mais moins dans la mesure où on a une dimension scientifique très forte. Mais en tout cas, voilà, c'est une école qui cherche à finalement s'affirmer vis-à-vis de ces deux homologues de la marine et de l'armée de terre. Et donc finalement, on a un panel en 1939 qui est assez contrasté entre donc une école spéciale militaire donc pour les officiers de l'armée de terre qui est un petit peu déconnectée, une école navale qui elle suit les évolutions imposées par les différentes évolutions portées par la marine française, et donc une école de l'air qui souhaite absolument rompre avec ces deux modèles d'école navale et d'école spéciale militaire pour s'affirmer en tant que telle. Et donc, qu'arrive-t-il à ces trois écoles de formation au moment de l'invasion allemande ? Eh bien, elles sont fermées, tout simplement. Devant l'invasion et l'arrivée des troupes allemandes en région parisienne, donc l'école spéciale militaire est fermée. Il en est de même à l'école navale avec donc l'arrivée des Allemands à Brest. Et de même en anticipation pour l'école de l'air. Les trois écoles sont fermées. Elles ferment leurs portes en juin 1940. Et les élèves, en fait, sont finalement renvoyés dans leur foyer, justement pour éviter que les écoles soient finalement saisies par les forces allemandes. Alors, les élèves sont renvoyés dans leur foyer, mais il va quand même y avoir un certain nombre de tentatives qui va être faite pour justement éviter de tomber sous la coupe allemande.
C'est notamment le cas des élèves de l'école navale qui sont envoyés en Afrique du Nord. Ils sont en fait embarqués, dirigés vers le Maroc. Alors, ce qui est très surprenant, en fait, c'est que les élèves sont dirigés vers le Maroc, à Casablanca, alors que le commandement de l'école est dirigé vers l'Angleterre. Donc, en fait, finalement, l'école se scinde en deux, avec donc l'état-major de l'école navale qui rejoint l'Angleterre et les élèves qui sont dirigés vers l'Afrique du Nord. Alors, j'ai pas réussi à savoir pourquoi cette décision avait été prise, mais en tout cas, voilà, force est de constater que l'école navale se scinde en deux. Et pour l'école de l'air, on a aussi des tentatives qui vont être faites pour pouvoir rallier l'Afrique du Nord. On a notamment le commandant de l'école de l'air qui est envoyé donc sur Marrakech pour pouvoir trouver une implantation nécessaire pour pouvoir refaire une école de l'air. Les élèves, eux, sont tant bien que mal dirigés sur Bordeaux, mais arrivés à Bordeaux, finalement, ils doivent faire demi-tour pour être dirigés vers Marseille pour pouvoir embarquer pour l'Algérie. Et puis finalement, dans cette débâcle générale, et avec donc, la demande d'armistice qui arrive entre-temps, ces différentes expériences, en fait, n'aboutissent pas. Les écoles, en fait, sont officiellement fermées en juillet, avant qu'elles ne puissent rouvrir en octobre 1940, en accord en fait finalement avec les conventions d'armistice imposées par les Italiens et les Allemands. Comment elles se réorganisent face à la situation d'occupation ? Est-ce que ça change quelque chose dans leur organisation, dans le contenu de la formation ? Alors, ça change beaucoup, notamment dans la mesure où il n'est plus question d'école dans la zone dite occupée. Donc c'est notamment le cas pour l'école spéciale militaire qui doit quitter Saint-Cyr-l'École et se replie à Aix-en-Provence. Elle s'installe en fait dans une caserne, la caserne du Miolis, qui est aujourd'hui le lycée militaire en fait d'Aix-en-Provence. Et donc il n'est plus question en fait d'être présent en zone nord. De ce fait, l'école navale aussi est déplacée et vient s'installer à Toulon. Alors, l'école de l'air, elle qui était déjà à Salon de Provence, demeure à Salon. Mais en tout cas, voilà, les deux écoles, école navale et école spéciale militaire, deux plus vieilles écoles finalement, celles qui tiraient aussi leur légitimité de leur emplacement en rade de Brest puis à Saint-Cyr-l'École, se retrouvent en fait coupées de leurs implantations d'origine pour pouvoir venir s'installer en zone sud. Et surtout, la grande différence, c'est que du fait des conventions d'armistice, l'armée française, elle est réduite à la portion congrue, 100 000 hommes. 100 000 hommes pour toute l'armée française, c'est la mesure de représailles qui a été imposée par les Allemands, puisque c'était ce que les Français en fait avaient imposé lors du traité de Versailles en 1918 aux forces allemandes. Et donc, par effet de vengeance, en fait, les Allemands imposent le même format, donc une armée de 100 000 hommes, dont à peu près 8 000 officiers pour l'armée française. Donc ce qui est très peu, ce qui est vraiment une armée qui est radicalement réduite, et c'est surtout une armée en fait qui perd toute capacité à mener une guerre moderne. C'est-à-dire qu'elle perd toute la dimension blindée, son armement lourd. Pas d'artillerie de calibre supérieur à 75 mm. Elle perd aussi sa défense anti-aérienne. Donc c'est vraiment une armée qui est extrêmement réduite dans son format comme dans ses missions. Et à partir de ce moment-là, cette réduction en fait du format de l'armée comme de ses missions est finalement perçue par le régime de Vichy qui se met progressivement en place comme une opportunité de pouvoir servir la Révolution nationale. Et donc l'armée française, elle devient finalement le fer de lance de cette politique de révolution nationale et elle est appelée à impulser un redressement moral d'un pays qui est humilié et dévasté par la défaite. Et donc, c'est ce qu'on va retrouver dans les écoles. Finalement, l'accent ne va plus être mis sur la dimension militaire, puisqu'encore une fois, c'est une armée qui ne peut quasiment plus combattre, ou en tout cas pas combattre dans une guerre moderne telle que déployée par les forces de l'Axe à partir de 1940. Et donc, on va mettre un accent très fort sur la dimension morale. Les élèves officiers doivent porter finalement la régénérescence de toute la nation française. Et donc, ce sont des officiers qui doivent être physiquement
sain. Donc on va mettre une grosse importance sur le sport. Une grande importance aussi va être mise sur les cérémonies militaires qui permettent finalement d'occuper l'espace public et de montrer que l'armée n'est pas dissoute finalement. L'armée française n'est pas morte, l'armée française perdure. Elle est un élément considéré comme sain, donc toujours dans cette logique de régénérescence portée par le régime de Vichy. C'est une armée qui est aussi épurée de tous ces éléments douteux, juifs, francs-maçons. Il est interdit pour les juifs et pour les francs-maçons de servir dans l'armée française. Et d'ailleurs, pour pouvoir prétendre passer le concours de l'école navale, de l'école de l'air ou de Saint-Cyr, il faut pouvoir justifier que l'on n'est pas juif. Donc voilà, donc on a une armée assainie, épurée, et qui finalement vient servir la Révolution nationale. Donc, on insiste énormément sur la notion d'ordre, la notion d'obéissance au maréchal Pétain. À partir de 1941, on vient imposer aux élèves officiers de prêter un serment de fidélité à la personne du maréchal Pétain, comme n'importe quel fonctionnaire d'ailleurs de l'État français. Donc voilà, donc on a véritablement une fidélité aveugle au maréchal Pétain, fidélité qui se traduit donc par l'importance attribuée à la discipline, à l'ordre, donc qui ne sont pas des nouveautés, impulsées par Vichy, mais qui viennent véritablement être renforcées. Donc voilà, donc on a finalement une dimension très forte qui est portée donc sur la formation morale au détriment de la formation militaire. Et c'est là finalement la grande rupture. Alors, cette dimension morale, elle existait déjà avant-guerre, puisque la formation, en fait, elle repose sur un triptyque. Donc c'est une formation humaine, formation physique et formation militaire. Le pan physique et le pan militaire demeurent. La formation humaine, voilà, encore une fois, elle est remplacée par cette formation morale où les officiers doivent avoir conscience qu'ils servent dorénavant l'État français et qu'ils doivent finalement porter haut les idéaux de la Révolution nationale. Tous les élèves officiels acceptent sans sourciller ? Oui, puisque, et c'est là aussi toute l'ambiguïté de ces écoles, c'est qu'en fait, tous les élèves qui en fait font le choix de rentrer dans les écoles à partir de l'automne 1940 sont convaincus qu'ils préparent la revanche contre les Allemands, puisque c'est vraiment l'ennemi désigné. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que beaucoup de discours, toujours oraux, jamais écrits. On n'a aucun écrit qui parle de cette volonté. Mais en tout cas, à l'oral, c'est ce qui est dit. C'est que voilà, ces officiers, ils préparent la revanche contre l'occupant allemand et ils se forment finalement dans l'optique où un jour, il sera nécessaire de reprendre les armes contre les forces de l'Axe. Et ce qui est très intéressant, en fait, c'est que ces discours-là sont diffusés jusqu'en novembre 1942. Or, en novembre 1942, au moment où les Allemands envahissent finalement la zone sud, eh bien, le commandement interdit aux élèves de reprendre les armes contre l'occupant allemand. Et donc, c'est vraiment, la bascule, elle va vraiment se faire à partir de novembre 1942, où beaucoup d'élèves ne vont pas comprendre. Ne vont pas comprendre parce que finalement, ils se disent, mais on nous a dit pendant 2 ans qu'on se préparait à reprendre les armes contre l'allemand. On a l'occasion de le faire en novembre 1942 et on ne le fait pas. On nous interdit de le faire et pire, on nous demande de servir aux côtés des Allemands dans des opérations de maintien de l'ordre. Et à partir de là, on a véritablement une rupture qui s'opère avec beaucoup d'élèves officiers qui finalement vont se détourner du régime de Vichy pour entrer en résistance. Résistance intérieure et résistance extérieure aussi. À partir de 1943, on va véritablement avoir des promotions, notamment dans la France libre, qui vont être beaucoup plus importantes, puisque beaucoup d'élèves en fait font le choix de quitter le territoire métropolitain pour servir dans la France libre ou en Afrique du Nord. Et on a aussi beaucoup d'élèves qui finalement prennent le maquis parce qu'ils sont extrêmement déçus ils s'attendaient véritablement à reprendre les armes contre l'occupant et ce n'est jamais arrivé.
Est-ce qu'on peut vous demander quel est le profil des élèves officiers en fait qui intègrent ces écoles? Alors peut-être avec une différence entre entre les trois différentes écoles, et surtout est-ce qu'il y a un changement entre avant l'occupation allemande et au moment de l'occupation allemande? Est-ce que le profil de ces élèves change? Non, on reste sur des profils identiques, véritablement identiques. La seule différence étant que dorénavant, l'accès aux écoles n'est plus ouvert aux juifs. C'est ce que je vous disais. Hein. Voilà, il faut pouvoir prouver que l'on n'est pas juif pour pouvoir intégrer les écoles. Alors, le profil, il est sensiblement le même en fait entre ces trois écoles. Ce sont des jeunes hommes déjà, puisque il faut être homme pour pouvoir être officier à cette époque. Il faut avoir entre 16 et 20 ans. 16 ans étant l'âge minimal pour pouvoir prétendre postuler pour l'école navale, 16 ans pour l'école navale, 17 ans pour l'école de l'air, 18 ans pour l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, jusqu'à 22 ans. Donc en gros, il faut avoir entre 16 et 22 ans et il faut être titulaire de la première partie du baccalauréat. Ce qui veut dire qu'en 1939, on s'adresse à une population extrêmement réduite, puisque le baccalauréat est considéré jusqu'en 1939 comme un brevet de bourgeoisie, puisqu'il n'est décerné qu'à 3% de la population française. Donc on a vraiment une proportion, on a un milieu extrêmement réduit, beaucoup de fils d'officiers et de fils de sous-officiers, et c'est à peu près un quart des promotions, et beaucoup de fils issus aussi, on va dire, d'une moyenne bourgeoisie. Fils de notables, donc pharmaciens, docteurs, notaires, voilà, avocats, toutes ces vraiment une petite, une moyenne bourgeoisie. On va aussi avoir pas mal de fils de rentiers et une petite proportion, mais significative quand même, de boursiers. Donc fils d'agriculteurs, fils d'ouvriers, qui sont donc boursiers et qui peuvent prétendre donc faire postuler en fait sur ces écoles-là. Mais voilà, on a quand même des profils qui sont sensiblement similaires, issus de classes préparatoires. Donc ça va être le Prytanée, Sainte-Geneviève, en grande majorité, donc surnommée aussi Ginette. Voilà, on va dire que ce sont les deux gros fournisseurs de candidats à ces écoles. Et on va retrouver ce même type sous le régime de Vichy, mais aussi sous la France libre. Où c'est vrai que si on pense à De Gaulle, qui a fait finalement de son manque d'élite un poncif du gaullisme de guerre, il faut toutefois constater que pour les officiers, on reste sur le même modèle. Il n'y a pas de rupture engendrée par la défaite de 1940. La seule rupture que l'on va retrouver, ça va être à partir de 1942, fin 1942, début 1943, quand on va voir s'ouvrir des écoles en Afrique du Nord, où là, on va accepter d'ouvrir de façon un petit peu plus importante les candidatures. C'est notamment le cas pour l'armée de terre, où il ne sera plus nécessaire d'être titulaire du baccalauréat. La simple expérience militaire permettra en fait à une bonne partie, quasiment la moitié des élèves, de pouvoir prétendre et rentrer à l'école de Cherchell. Mais la particularité de l'école de Cherchell, en fait, c'est qu'elle ne s'inscrit pas sur le de l'école spéciale militaire. Et donc, ce qui fait que finalement, les élèves qui sortent de Cherchell ne sont pas considérés comme des Saint-Cyriens. La nuance peut paraître très fine, mais dans le fonctionnement de l'armée, en fait, il y a une différence notable, en fait. C'est qu'ils ne sont pas considérés comme Saint-Cyriens, et donc, les opportunités de carrière ne peuvent pas être les mêmes. Et donc justement, un des grands apports de votre travail, c'est que vous vous intéressez à cette France libre. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur la formation des officiers ? Alors, la formation, en fait, la particularité des écoles de la France libre, c'est qu'elles se veulent être à la fois en rupture, notamment par rapport à Vichy, qui est vraiment le régime ONI, et en continuité des expériences précédant la défaite. On a en fait cette dualité où la défaite a montré que finalement le modèle de formation n'était pas satisfaisant, mais en même temps, pour pouvoir prétendre et s'inscrire dans la légitimité, il faut reprendre le modèle de l'école navale, de l'école de l'air et de l'école spéciale militaire.
C'est-à-dire que finalement, pour montrer que ce ne sont pas que des dissidents et qu'ils s'inscrivent finalement dans une logique de perpétuation de l'armée française, de continuité de l'armée française, il faut reprendre les référents forts de l'armée française. Et ces référents forts, ils passent par les écoles, ils passent par la formation. Et donc finalement, la formation, elle n'est pas véritablement bouleversée. Elle est modifiée à la marge, puisqu'on va mettre un accent très important sur la dimension militaire. L'objectif de ces écoles, c'est de pouvoir former des officiers rapidement, capables de pouvoir prendre leur commandement au combat face aux forces de l'Axe. Et le discours vraiment, c'est celui-là, c'est former rapidement des chefs capables de pouvoir combattre, des chefs aptes au combat. Et donc, on va avoir une restriction du format des écoles, puisque la formation est réduite, elle passe de 2 ans à 6 mois, elle est compressée, et donc on va plutôt sacrifier la dimension morale. La dimension morale, autant elle était extrêmement forte à Vichy, elle n'est absolument pas évoquée dans la France libre, et inversement, on va véritablement insister sur la dimension militaire. Et cette dimension militaire, elle passe aussi par une refonte où l'on va intégrer finalement les préceptes développés par le général de Gaulle dans son livre « Vers l'armée de métier », où il explique que la motorisation finalement est essentielle. Et donc on va retrouver finalement cette dimension-là dans la formation de la France libre, où tous les élèves, qu'ils soient terriens, marins ou aériens, vont tous être formés à la reconnaissance des blindés. Et ça, c'est véritablement une nouveauté, puisque jusqu'à présent, en fait, cette dimension blindée, elle était quasiment inexistante en école. Je vous disais, l'expérience de la Première Guerre mondiale a fait que les armées étaient focalisées sur la place du fantassin. Là, avec la France libre, avec l'expérience de la France libre, on va véritablement ouvrir à la motorisation et à l'expérience blindée. Alors, c'est vrai que cette impulsion, elle est portée par le général de Gaulle, mais il ne faut pas non plus surinterpréter le rôle du général de Gaulle dans cette révolution-là, puisqu'en fait, l'évolution de la formation, elle s'explique aussi par le fait que les écoles de la France libre, finalement, elles sont extrêmement dépendantes des armées britanniques. Ce sont les armées britanniques qui fournissent le matériel, qui fournissent une partie des cadres des écoles, qui fournissent les locaux et qui finalement, en fait, fournissent aussi une doctrine, un modèle d'emploi que la France libre doit intégrer, puisque les Français libres, en fait, combattent aux côtés des Britanniques, et donc il faut aussi qu'ils soient capables de pouvoir donc répondre aux attentes britanniques. Et donc on a véritablement, la véritable rupture, elle se situe finalement à ce niveau-là, c'est cette nécessité de travailler en coopération très étroite avec l'armée britannique, et donc la nécessité finalement de reprendre aussi à son compte une partie du modèle d'organisation et de formation de l'armée britannique. Puisque vous parlez d'adaptation nécessaire, lorsque l'on parle par exemple de la libération du sol métropolitain à partir de l'été 1944, il y a des éléments de la résistance qui vont rejoindre une armée régulière. Comment est-ce que l'institution donc, de la France libre à ce moment-là gère et encadre cette venue et peut-être cette formation de nouveaux éléments qui ne sont pas forcément formés au métier militaire, si je puis dire ? Alors, le retour en fait de l'armée française sur le territoire métropolitain et justement cette rencontre avec les forces de la résistance va entraîner une intégration progressive en fait des FFI, des résistants intérieurs, dans le modèle de l'armée traditionnelle régulière en fait. Et donc pour cela, en fait, on va imposer aux résistants de passer par des écoles de cadres. Les écoles de cadres, elles sont voulues en fait par l'état-major. Elles sont reprises en fait sur le modèle des écoles de cadres qui avait été développé par Delattre, le général Delattre, entre 1940 et 1942, où lui-même en fait crée un certain nombre d'écoles de cadres vichistes créées par Delattre, pour en fait former finalement. Alors là, il ne s'agit pas de former des officiers, mais il s'agit de former des chefs.
C'est-à-dire que les écoles de cadre de Delattre, entre 1940 et novembre 1942, elles sont ouvertes aux officiers, mais aussi aux sous-officiers et aux militaires du rang. Et donc l'idée, c'est de former des chefs militaires. Et fort de cette expérience-là, Delattre, avec donc le retour de la première armée en fait sur le territoire national à partir de l'été 1944, eh bien, il va reprendre cette expérience des écoles de cadre où finalement tous les soldats FFI sont appelés à venir suivre différents stages de formation pour pouvoir ensuite être rebasculés dans l'armée régulière. Et il faut constater que finalement, l'intégration de ces éléments de la résistance, si c'est une volonté réelle de la part de Delattre, qui milite pour un amalgame très fort entre les résistants et l'armée française, eh bien, c'est un acte manqué. Finalement, l'apport résistant n'intègre pas la formation régulière. Au contraire, on a une véritable mainmise du modèle régulier sur le modèle irrégulier. C'est-à-dire qu'on attend des résistants qu'ils répondent au format de l'armée régulière et donc qu'ils répondent aux critères de formation de l'armée régulière. Et ce n'est absolument pas l'inverse. Il n'y a finalement pas d'échange. Il n'y a pas de volonté d'intégrer l'apport, notamment sur tout ce qui est guérilla de l'expérience résistante. Et on a véritablement un resserrement de l'institution militaire sur ce qui fait la force de l'armée française, donc sur le modèle régulier. Et pas du tout de porosité entre les deux. Et donc ce qui fait que c'est finalement l'expérience résistante n'est pas une réalisation durable, contrairement à ce qu'appelait le général Delattre, et au contraire se matérialise par un dégagement massif de la résistance intérieure. Dans un premier temps, on va avoir une arrivée très importante de ces résistants qui viennent véritablement gonfler les effectifs, mais au fur et à mesure des combats, en fait, qui continuent encore une fois jusqu'en mai 1945, et bien au fur et à mesure en fait de la continuité des combats jusqu'en mai 1945, progressivement, ces soldats résistants vont être dégagés de l'armée française et notamment à partir de mai 1945 où là ils sont véritablement dégagés et il n'est plus question finalement de leur faire de la place dans l'armée française qui est en cours de reconstruction à compter de 1945. Pour élargir notre propos, est-ce qu'on peut parler de spécificité française dans la formation des officiers? On la compare avec d'autres pays, vous évoquiez les Britanniques tout à l'heure par exemple. Oui, on est sur une spécificité française dans la mesure où le fonctionnement interne des écoles diffère en fait en fonction des pays. En fait, ce serait une piste qui mériterait d'être creusée et c'était justement aussi une de mes pistes de réflexion pour une ouverture, en fait, une continuité de mon sujet. Mais en tout cas, oui, le modèle français fait figure d'exception, en tout cas dans le paysage au moins européen, où on a justement des officiers en fait, qui sont formés par l'armée, pour les besoins de l'armée, ce qui est moins le cas par exemple pour l'Allemagne où finalement on vient chercher des officiers qui sont déjà humainement, intellectuellement formés et sur lesquels on vient finalement apposer une formation militaire. La spécificité française, c'est bien ce fameux triptyque de formation humaine, militaire et physique qu'on ne retrouve pas dans les autres pays. On apprend beaucoup de choses sur les armées et leur perception du conflit du coup à travers leur formation. Est-ce que vous avez prévu d'éditer votre thèse ? Oui, ma thèse sera publiée aux éditions Perrin, normalement dans le courant de l'année prochaine, au courant 2024. Et est-ce qu'on peut vous demander si vous avez un projet de recherche actuellement ? Oui, je souhaiterais travailler un peu dans la continuité de ma thèse, même si un petit peu en amont. En fait, j'ai été à l'occasion de mes travaux, c'était aussi pour ça justement que je voulais intégrer l'histoire de l'éducation. En fait, j'ai été surprise par le nombre d'officiers qui servaient le régime de Vichy, qui avaient un projet de réforme de la formation, de l'éducation. Je pense notamment aux expériences en fait, qui ont été portées par
le général Joseph de la Porte-du-Teil, donc c'est celui qui commande les chantiers de la jeunesse, du Noyer de Ségonzac qui se retrouve en poste sous le régime de Vichy, de Lattre bien sûr avec ses écoles de cadres, et donc voilà. Et en fait ces officiers, de Lattre mis à part, mais de la Porte-du-Teil, du Noyer de Ségonzac, de Virieu, fréquentaient en fait un même cercle de réflexion sur les réflexions à apporter finalement à l'éducation, à la formation dans un sens plus large. Et c'est vraiment quelque chose que je souhaiterais justement pouvoir travailler plus en avant par la suite, notamment aussi avec l'impulsion de Robert Garrick avec ses équipes sociales qui ont finalement énormément influencé les écoles nationales des cadres du RIAGE, puisque le programme de l'école du RIAGE est fait en adéquation donc avec Robert Garrick, et aussi influence qu'on va retrouver donc encore une fois dans l'expérience des écoles de cadres voulues par de Lattre. Donc voilà, donc c'est en fait pour l'instant c'est encore un travail en cours. J'ai pas eu le temps de m'y pencher plus en avant, mais en tout cas voilà, c'est quelque chose qui m'a surpris au moment de ma thèse, c'est de voir finalement le nombre d'officiers qui se sont retrouvés en poste à Vichy et qui étaient déjà porteurs d'une volonté en fait de refondre le système d'éducation dans un sens assez large, éducation militaire mais aussi éducation plutôt scolaire. Donc voilà, donc c'est pour la suite c'est le sujet que j'aimerais traiter. C'est un projet qui semble très intéressant en tout cas. Bien, et je crois qu'il est temps de conclure ce podcast. Oui, nous vous remercions. Nous vous remercions beaucoup d'avoir accordé du temps pour ça. C'est vraiment très intéressant. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté le podcast de Plume de Doctorants, réalisé et présenté par les doctorants en Seconde Guerre mondiale du laboratoire Istémé. Nous nous retrouvons le mois prochain pour un nouvel épisode.